toutes et tous, merci de votre présence dans cette école à laquelle je suis très attaché. Tu l'as évoqué, Anne-Carole, il y a eu beaucoup de progrès en santé depuis l'an 2000. Dans le monde, Anne-Marie a souhaité que j'évoque la dimension internationale, donc je le fais simplement. Il faut avoir à l'esprit que 2% seulement des 9 millions de médecins sur la planète doivent soigner plus d'1 milliard de personnes. Donc, à cet égard, les inégalités sont terribles. Et 4 milliards d'êtres humains n'ont aucune protection sociale. Ça me paraît devoir être toujours évoqué en liminaire. Alors pour ma part, je vais vous soumettre, parce que quand Jacques et Anne-Marie m'ont demandé de parler d'économie, c'est pas sympa, l'argent. Je vais vous soumettre 3 récits et 3 propositions sur les relations entre santé globale et sciences économiques. Alors d'abord, le premier récit, il est très bref, il est plutôt personnel. En 2006, mon cours trimestriel pour Stanford portait assez tranquillement sur la comparaison des systèmes de santé français et américains. Bon. Assez cool pour un Français. Mais dans leurs libres exposés, je me suis très vite rendu compte que mes étudiants, entraînés à la pensée en navette chère à Edgar Morin, donc chère aux arts et métiers, ont poussé en permanence à la construction d'un cours de santé globale. Donc dans leurs exposés, ils rajoutaient... Je vous interromps 30 secondes pour relayer. Merci à Emmanuel Gobin en bout de ligne de demander à tous ses partenaires, aussi chacun dans leur petit écran, de couper leur micro, parce que ça fait d'horribles parasites, pas pour nous, mais je veux dire pas pour nous en salle, mais pour tous ceux qui sont en ligne. Merci monsieur, et merci à tous. Merci, pardon, mais il ne s'agit pas de vous, Jean-Marie, monsieur. Je ne fais pas de parasites. Par contre, elle m'a coupé le micro sur l'avertissement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a progressivement dessiné l'iceberg de la santé. Parce qu'au fond, c'est ça. Du prendre soin des habitudes de vie quotidienne liées aux apprentissages de l'enfance. Je ne sais pas si tu seras d'accord, cher professeur. Jusqu'à la visibilité des établissements hospitaliers de soins et un certain nombre d'actes éventuellement très repérables. Donc, c'est cet ensemble qui doit constituer un immense espace de progrès, d'enthousiasme et de créativité, avec aussi une diminution des pertes de chance et des gaspillages. Je vais rappeler que l'Organisation mondiale de la santé, il y a plus de 10 ans, sous la plume de sa directrice générale, écrivait, selon la richesse des pays et le niveau de développement, de 20 à 40% des ressources en santé sont purement et simplement gaspillées. Donc nous, on est vraisemblablement au tiers. Donc ça, pour tout citoyen et tout économiste, c'est vraiment pas une bonne chose. J'ajouterais aussi que notre santé nous colle à la peau. Nous vivons la diversité de ces déterminants qui influent sur nos 80 milliards de neurones, nos 1000 milliards de connexions nerveuses et, sous ton contrôle, nos 100 000 km de veines, artères et capillaires. C'est pour ça qu'il faut qu'on bouge. Donc, première proposition, je suggère que l'éducation nationale, avec toutes les parties prenantes, construise le vadémécum de ce que nous devrions connaître pour la bonne maintenance de notre corps dès le jeune âge. C'est peut-être 10 pages,
sous ton contrôle aussi, sous le contrôle des médecins, 5 pages seulement peut-être de règles absolues permettant une santé globale et d'améliorer nos chances dans la vie. Deuxième ensemble, deuxième récit. Retrouvons 3 géants et leurs équipes. L'agronome, biologiste, médecin, écologue, l'inventeur d'écologie scientifique, franco-américain René Dubos. Je me permets de rappeler qu'il dépose en 1940 le brevet des antibiotiques et est l'inventeur de la gramicilline, le premier antibiotique commercialisé. Près de ça, Flémy, mais c'est pas vrai. Deuxième récit, le médecin chirurgien neurobiologiste Henri Laboureux. Il révolutionne l'anesthésie et invente le premier neuroleptique en 1951. Et troisième, Émile Papornik, pionnier de l'obstétrique. Avec l'appui du ministère d'alors, la diffusion généraliste de son coefficient de risque d'accouchement prématuré permet d'éviter bien des malheurs. Et ce qui est intéressant et aussi bouleversant, c'est que curatif et préventif sont mêlés. Donc, deuxième proposition, peut-on alors imaginer une plateforme de partage des synthèses des bonnes pratiques et expériences? Des synthèses. Parce que tout est, je vais évoquer des rapports certainement extraordinaires, très importants, mais en tant que citoyen, ça peut nous échapper. Troisième récit, celui de la science économique. Alors, vu l'heure, je ne vais pas vous ennuyer. Et puis Anne-Marie je ne mettrai pas. Mais la science économique ne pouvait pas ne pas accompagner l'extraordinaire évolution des systèmes de santé depuis 70 ans. Donc elle l'a fait à sa manière. Demande et offre, industrie de santé. Je rappelle que l'OMS dénombre plus d'1 million de produits et dispositifs médicaux différents. Incitation au travail des professionnels de santé, etc., etc. Je me permets de signaler à votre attention la sortie actuellement d'un livre « Rendre le soin aux soignants ». C'est des témoignages sous la direction de la maman Bois. Résultat des activités. On a essayé de mesurer tout ça depuis un demi-siècle, depuis Kenneth Arrow, qui invente l'économie de santé. Bon. Des questions se posent. Et en particulier, comment nos nomenclatures comptables, nos modes de calcul des coûts et les décisions institutionnelles de fixation des tarifs prennent en compte ou pas le langage médical et soignant. Avec une gigantesque dimension et un héritage de toutes les civilisations de l'humanité. Vous savez que toutes ont contribué, toutes les sciences contribuent, et que de très loin, le plus grand langage, c'est ce qu'on nomme CT, c'est 350 000 concepts. Aucune langue, aussi achevée soit-elle sur la planète, n'égale ça. Jean-Marie, je crois que... J'ai bientôt fini, cher Anne-Marie. Oui, mais il y a un... Alors, face à cette immensité, l'État, les États partout, ont été obligés de réguler. Et ont, peut-être insuffisamment démocratiquement, imposé des grilles de maillage. Et malheureusement, les croyances et représentations qui vont avec. Donc, c'est les groupes homogènes, c'est la prime à la rotation des séjours, c'est la production d'actes, etc. Et dans ces conditions, les maladies chroniques échappent à cet ensemble. Les situations chroniques ne relèvent ni des catégories en vigueur, ni de la production d'actes rémunérés. Et là, on a quelque chose où ce serait extraordinairement important sur le plan épistémologique et
particulier ici, de travailler et de proposer un certain nombre de solutions, au fond, au nom d'un état d'esprit. Donc, troisième proposition et dernière, Oui, les économistes de la santé ne doivent-ils pas imaginer des algorithmes et modèles intégrant la nature non conventionnelle des faits et probabilités en santé? Temps long et temps ultra court, celui de la grande urgence. Espaces locaux et terre-patrie où se joue notre communauté de destin. Savoir massif et diffracté. Donc là, il y a peut-être même une mathématique à mettre en œuvre. Merci. Voilà. Merci à vous.